No pain, more gain. Bienvenue dans le podcast qui explore l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'un sportif pour parler de ce qui se cache réellement derrière ses performances, les 99% de sa vie que personne ne voit. Moi, c'est Edouard, ancien sportif de haut niveau pendant 15 ans dans le volley. J'ai arrêté ma carrière à 32 ans, après 52 sélections en équipe de France, mais aussi un burn-out, des blessures et des galères financières. Je suis bien placé pour savoir que derrière chaque sportif se cache un homme ou une femme comme vous, avec des hauts et des bas, face à ces challenges du quotidien, de la blessure physique à la pression psychologique. Dans chaque épisode, vous ressortirez avec les secrets des plus grands sportifs pour trouver votre propre équilibre, parce que je suis convaincu que nous sommes tous à notre échelle des sportifs de haut niveau. Salut Lula, comment ça va ? Salut Ed, ça va très bien et toi ? Écoute, ça me fait trop plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Je te souhaite donc la bienvenue sur le podcast No Pain, More Gain, donc un podcast que je viens de lancer pour partager l'envers du décor du quotidien des sportifs de haut niveau. Donc pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne le savent pas forcément, on se connaît depuis un petit moment. Depuis longtemps, ouais. Ça fait une bonne quinzaine d'années peut-être. 18 ans, c'est vers 18 ans. Ouais, c'est ça. C'était au Krebs de Montpellier. Krebs de Montpellier. Donc à l'époque, toi, tu étais au tennis et donc on a partagé la chambre quand je suis arrivé du coup au Pôle France de volley. Exactement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, je vais te présenter rapidement. Donc, tu es handballeur professionnel depuis maintenant 15 ans. Tu es le capitaine du PSG handball, capitaine de l'équipe de France de handball aussi. Tu joues au poste de pivot. Tu es un bon bébé, tu mesures 2,02 pour 110 kilos. Tu as tous les titres, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Et derrière tout ça, avant tout, tu es un père de famille, donc marié à Jenny, avec 2 princesses, donc Deva et Dali. L'idée de l'échange aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre quels sont tes piliers de la performance et tes piliers de ton équilibre de vie pour vraiment le partager à tout le monde qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se cache derrière un sportif à un tel niveau. Et finalement, tu es un être humain comme toi et moi. Ouais. La première question, elle est très simple, c'est est-ce que tu peux tout simplement te présenter et nous partager où est-ce que tout a commencé ? Salut Ed, merci de m'avoir dans ton podcast. Très, très honoré de pouvoir faire ça avec toi. Donc du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Luka Karabatic. Je suis handballeur professionnel au Paris Saint-Germain. Je suis pro depuis une quinzaine d'années. Je suis papa de 2 petites filles, Deva et Dali, et marié à Jenny, comme tu l'as dit. Deva qui est d'ailleurs juste derrière nous. Qui est sur son iPad, mais juste le temps de la session pour être tranquille. C'est sinon, ça. il n'y a pas beaucoup de dessins animés à la maison. Donc voilà. Comme tu l'as dit, on s'est rencontrés au Krebs de Montpellier. À l'époque où, quand j'étais au Krebs, je faisais du tennis encore. J'ai la particularité d'avoir fait 2 sports. Du tennis de l'âge de 6 ans à 19 ans et du hand de l'âge de 6 ans à 10 ans, et j'ai repris à 19 ans. Donc c'est vraiment ce qui fait ma particularité dans le sport de haut niveau. J'ai été champion de France de tennis à l'âge de 13 ans. Je suis parti en Pôle France. J'étais parti pour faire une carrière dans le tennis, une grande carrière, en tout cas c'était ce que j'espérais. Et puis après, il y a eu des choses qui sont passées. Et justement, pour revenir sur ton choix du tennis au départ, dans une famille où tu as ton papa et Nico, ton grand frère, qui sont dans le handball, comment tu as été orienté vers le tennis ? En fait, déjà, j'ai grandi dans une famille de sportifs. Mon père était sportif pro, handballeur professionnel, gardien de but. J'ai baigné dans le sport tout jeune à la maison. C'était le handball, mais c'était aussi les autres sports. Mon père s'intéressait à plein d'autres sports. On regardait du sport à la télé, on faisait du sport tout le temps dans la rue avec mon frère. Et j'ai commencé avec le hand tout petit en suivant mon papa et mon frère. Et puis un jour, je suis passé devant un terrain de tennis et j'ai eu envie d'essayer. J'ai dit à mon père que je voulais essayer. Il m'a inscrit, je suis allé faire un cours. Et il se trouve que très vite, j'ai chopé le truc. Enfin, ça, au bout de quelques séances, j'étais déjà
parmi les meilleurs et j'ai commencé à faire des tournois et en fait et j'aimais ça aussi, hein. Je kiffais le tennis quand j'étais petit et du coup j'ai fait tennis et hand pendant un certain temps. Mais en fait dans le tennis quand tu es jeune ça va très vite. Parce que là, le tennis est devenu sérieux rapidement au C'est final. devenu sérieux très rapidement, ouais. J'ai commencé à 6 ans, je sais pas moi, à 8 ans, je devais être boursier déjà, j'avais une bourse, on me payait mon entraîneur. À 8-9 ans déjà, tu pars faire des tournois, même un peu à gauche, à droite. Alors que dans le hand, quand tu es petit, ben, si tu es dans un village, tu rencontres quelques équipes aux alentours, mais il y a pas, c'était pas aussi développé. Donc, et comme j'avais des bons résultats, ben, c'est allé assez vite. On m'a proposé de rentrer en Pôle France à 12 ans avec un an d'avance. Ok. Ça, c'était où le Pôle France? Le Pôle France, c'était à Bouloris, en Côte d'Azur. D'accord. C'était un gros crêpes où il y avait plein d'autres sports. Et il y avait un des 3 Pôles France de tennis. Ok. Donc c'était un peu jeune. Alors que moi, j'étais à Frontignan dans ma structure avec mon coach où ouais, ça se passait super bien. Et donc mes parents avaient dit non, c'est un peu trop tôt. Finalement, je suis rentré à 13 ans au Pôle France à l'âge normal. Et j'ai fait 2 ans à Bouloris où c'est là un peu où j'ai eu mes premiers accros un peu dans le tennis. Ça a été une période un peu compliquée. C'était quoi comme premiers accros? Ben, déjà, le fait d'être séparé de ma famille. J'étais jeune, j'avais 13 ans. J'ai toujours été très proche de ma famille, de mes parents, de mon frère. Enfin, voilà, on a toujours été très, très soudés. Donc forcément, déjà, c'était un arrachement. Je me souviens qu'au début, c'était pas facile. Ça, ben, plus derrière un moment où moi j'arrive au Pôle France, où j'ai une technique particulière en coup droit, j'ai une prise très fermée, enfin voilà, et on essaye de faire un peu des réajustements techniques et qui passent pas chez moi. Et du coup, je perds un peu confiance, je perds même beaucoup de confiance. Derrière, j'ai des problèmes de croissance, des problèmes de genoux, des blessures. Je joue pas pendant 6 mois au Pôle France. Enfin, et donc tout arrivait d'un coup. T'as l'école ça, que tu dois donc là, gérer. ça c'était pendant 2-3 ans, donc à partir du moment où tu es arrivé au Pôle. Ouais, pendant 2 ans, ça a été assez compliqué. En fait, je suis arrivé au Pôle France, j'étais 5-6 à 13 ans. Ok. J'étais numéro 1 ou 2 français. Et quand je suis ressorti, avant l'été, j'avais perdu un classement. Et D'accord. donc, ça avait été compliqué. Et donc, à ce moment-là, on a décidé que je revienne à Montpellier, parce que derrière, tu peux enchaîner sur une autre structure pour les plus grands. Et nous, on avait décidé que je revienne à Montpellier, parce que c'est là où je m'étais le plus épanoui, faire une structure privée autour de moi, parce que c'est ce qui n'est pas facile aussi en Pôle France, c'est qu'on était 8 ou 10 avec juste 2 entraîneurs. Enfin voilà, c'est pas facile non plus d'avoir un travail individualisé, alors que moi, ben, j'étais quand même un peu différent de par mon physique, de par plein de choses. Et donc, du coup, quand je suis revenu à Montpellier, déjà le premier été, ça s'est directement senti. J'ai beaucoup mieux joué. J'ai regagné plein de matchs, j'ai regagné des classements. Donc, en fait, je suis revenu à Montpellier. On a décidé de. C'est là où j'ai intégré le Krebs de Montpellier, où j'étais le seul tennisman. Enfin, après, il y a un deuxième qui est arrivé, mais il n'y avait pas de tennis normalement au Krebs de Montpellier. Et, c'était vraiment construit autour de toi. Ouais, autour de moi, j'avais mon coach, Jean-Luc Mas, j'avais un prépa physique. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je reviens au Krebs de Montpellier, donc c'est là où je démarre ma seconde, comme ben, mon père était aussi entraîneur au Montpellier Handball, enfin voilà, mon frère avait déjà démarré. Oui, ton frère, à ce moment-là, il en est où, lui dans Nico, il vient de partir à Kiel. Okay. À ce moment-là, il a explosé à Montpellier, il a gagné la Ligue des Champions. Et c'est le moment où il part à Kiel. Et moi, en fait, je me retrouve dans une chambre de handballeur au Krebs de Montpellier. Mais je suis tennisman. Et je suis avec Igor Anic, qui est un ami d'enfance que je connais, qui est au centre de formation de Montpellier. Enfin, donc je me retrouve au Krebs de Montpellier, je suis tennisman et je suis entouré d'handballeurs, de volleyeurs, enfin plein d'autres sports co, c'est là où on se rencontre. C'est très drôle pour l'histoire. Donc, du coup, on était dans des chambres de 4. Et à cet étage, on s'en souviendrai toujours, tu avais donc ces générations William Acambray, Igor Anic. Je ne sais pas si Rémi Desbonnets était peut-être un peu plus jeune. Un peu plus jeune, Rémi. Mais on s'amusait déjà entre volleyeurs, handballeurs et du coup tennisman avec toi. Il y a un jeu que je me souviens, comme si c'était hier, c'était le jeu de la porte, où avec une balle de tennis, on faisait des pénaltys. Déjà, moi, ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est un truc que j'ai fait déjà au Pôle France à Vouloris. 13 à 15 ans, tous les soirs, j'avais mon ballon de hand et on faisait des tirs, des trucs de hand en fait, alors que c'était que. Au bout d'un moment, il y avait tous les jeunes de l'internat qui venaient, on faisait des pénaltys, enfin, c'était rigolo. En fait, le hand a toujours été là, même quand je faisais du tennis. Et donc, il y avait ce jeu, comme tu disais, au Krebs, il y avait aussi, on jouait sur le balcon à l'extérieur, on avait des balcons où on faisait pareil, des tirs avec un gardien. Il y avait 2 étages, quand le ballon est tombé, il fallait descendre, aller chercher le ballon, enfin bref.
Et donc c'est là où j'ai fait tout mon lycée. J'ai fait seconde, première, terminale. J'ai bien Donc, joué. Je suis remonté au d'ailleurs, classement. pour l'aspect scolaire, J'étais t'étais ouais, très bon. ouais, j'étais dans un. Ben, moi, l'école, j'ai toujours été bon. Enfin, j'ai toujours vu un peu ça comme une compétition aussi. Je voulais toujours être le meilleur. Et dans le sport et dans l'école, j'avais un peu aussi transposé ça à l'école. Et j'essayais toujours d'avoir. C'était un peu un challenge pour moi. Et j'ai toujours. Et puis nos parents, mon père nous disait toujours il faut être bon à l'école. Il faut que tu puisses. Si tu veux pouvoir faire du sport, il faut que derrière, à l'école, tu sois bon, que tout se passe bien. Donc c'était aussi, on a pris cette habitude-là, mon frère et moi, Ouais. assez jeunes. Et du coup, j'avais aussi une discipline de ce côté-là. Et donc j'ai eu un bac S avec mention très bien. Enfin, voilà, Que c'était. d'ailleurs, qu'on a passé au même moment. Et Ouais, moi, je m'en bah, souviens on parce a la même que génération. j'avais pas les facilités que tu avais en maths. Ouais. Et j'en souviens aussi, j'étais venu demander un peu de ton aide. Ouais, on s'entraidait. C'est vrai que on le passait en même temps. Donc, Mais après, enfin, même c'était. Oui, il y avait des facilités, mais c'était aussi. Parce que des fois, on dit, ouais. bah, tu as des facilités parce que Ouais, mais tu es c'est quand même plus. un peu le Ouais. cerveau à chaque fois Oui, dans oui, la bande, oui. quoi. Mais c'était quand même aussi, au final, un peu de travail. Enfin, Ouais. moi, à l'école, je trouvais des fois, déjà, même le fait d'écouter, d'être attentif en classe, déjà, tu faisais la moitié du travail souvent. Enfin, moi, j'avais plein de copains qui, en classe, faisaient les cons, discutaient, machin et tout. Moi, j'essayais de me concentrer plus à ce moment-là. Ouais. Et du coup, ça me libérait plein de temps parce que les devoirs, ça durait moins longtemps. Enfin, bref. Donc j'ai fait ça, mon bac, et j'ai fait 3 ans. Dans le tennis, pareil, ça s'est bien passé. Je suis remonté au classement. J'étais moins 4,6 à 18 ans. J'ai Ouais. gagné jusqu'à moins 30. Donc voilà. Et en fait, je suis arrivé à 18 ans. Mais en fait, déjà, quand je suis rentré du Pôle France à 15 ans, c'est là où déjà j'ai commencé un peu à me poser des questions. Ok. Euh, à me dire, est-ce que je suis vraiment là où je devrais être? Est-ce Ok. que. Tu as déjà des doutes un peu ou Un des... peu, un peu. Parce que, bah, en fait, ouais, le hand, je l'ai quitté malgré moi. Ok. C'était pas quelque chose de voulu. Et c'est vraiment le hand, c'est ce que j'aimais vraiment. C'était ma passion quand j'étais tout D'accord. petit. Je vivais pour le hand. Et après, j'ai adoré le tennis aussi, mais j'étais un peu entraîné dedans. Et c'est vrai qu'au moment où je suis rentré du Pôle France, où voilà, ça s'était pas très bien passé, je pense que ça, en plus, ça y a contribué. Et à ce moment-là, déjà, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, est-ce qu'en fait, je suis dans la bonne voie? Est-ce que, au fond de moi, je disais, mais je crois que je suis pas dans la bonne voie, en fait. Ok. Ça, c'est hyper intéressant parce que forcément, d'extérieur, on s'en rend pas forcément compte. Et dans ta génération, dans les tennisman qui avaient du coup, qui étaient au haut niveau, c'était qui De, ont percé d'ailleurs de ma génération, celui qui a vraiment, vraiment bien explosé, qui est très fort, c'est Adrian Manarino. D'accord. Voilà, il y avait que j'ai joué plein de fois et qui était déjà, enfin, qui était dans les meilleurs. Mais il y avait plein de joueurs, il y en avait énormément des joueurs talentueux. Et c'est vrai que dans le tennis, c'est ce qui est dur aussi, c'est qu'il y a énormément de concurrence et Ouais. surtout tu vois beaucoup de joueurs jeunes qui sont très forts, mais derrière qui explosent pas ou qui arrivent pas. Je pense encore plus que dans d'autres sports, c'est vraiment exacerbé. Mais moi, c'était même au-delà du résultat, je sentais qu'en fait, j'aimais pas assez Ouais. ça, j'avais pas assez ce feu pour faire les sacrifices nécessaires et faire tout ce qu'il fallait faire pour y arriver. Ok. Parce que quand je suis arrivé à 17, 18 ans, c'est là où, en gros, tu vas prendre ton sac à dos, tu dois partir faire des futurs, commencer à jouer sur le circuit. J'ai commencé à le faire, j'ai fait 2, 3 futurs, mais j'ai senti, enfin, ouais, j'étais pas à ma place et je sentais que j'étais pas prêt à faire les sacrifices pour ça, à partir, voyager. Et donc, ça a mis du temps à Ouais. mûrir cette décision. Donc ouais, parce que ça a mis quasiment 3 ans. Bah ouais, Tu as parce que commencé à voir ça en gros, à j'ai 15 ans. repris, j'avais 19 ans, enfin, même pas 18, 19 ans. Mais en fait, ça a pris du temps aussi parce que bah, j'ai quand même continué à bien jouer, j'avais des résultats. Et puis, c'était pas facile. Tu as fait 10 ans de tennis de haut niveau, je suis parti au Pôle France. Enfin, il y a beaucoup d'attentes autour de toi. Et Luca, ça va être un champion de tennis, il va gagner des grands chelems. Enfin, c'était ça pour moi quand Ouais. j'étais petit. Et donc, c'était dur de me dire, j'arrête tout ça, je quitte tout ça. Enfin, c'est pour ça que ça a pris du temps parce que Ça a dû je être faisais une pas. décision déjà énorme. Et Ouais. c'est hyper intéressant de faire le parallèle aussi avec bah, les personnes qui travaillent 10 ans dans une entreprise parce qu'ils n'ont pas forcément eu le choix et ils ont 10 ans de carrière dans une situation peut-être avec une évolution de Ouais, carrière incroyable, mais qui ne sont pas en c'est fait vrai. finalement dans leur basket Exactement. et qui pensent à être dans un autre domaine.
Et ça, c'est intéressant et c'est inspirant. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi partager. C'est que toi, tu as pris la décision à un moment donné de faire ce qui te plaît. Et donc, ça a été quand ce déclic, le jour où tu t'es dit, c'est bon, là, je vais tourner la page, je bascule au handball. Je te dis, c'est quand j'avais à peu près 18 ans et où j'ai commencé vraiment à me poser la question. Pour te dire, j'avais repris des études parce que où je m'étais dit, je vais faire des études, je vais arrêter le tennis parce que je m'épanouissais plus. Donc j'avais même repris à la C'était quoi comme étude? fac d'éco. Fac d'éco. Ouais, fac d'éco, j'ai eu mon premier semestre, mais c'est le moment où en gros, un jour, j'en avais parlé un peu à ma mère. En fait, mon père était entraîneur au Montpellier Handball et c'était dur aussi, j'osais pas trop lui en parler. Et c'est vraiment ma mère qui, un jour, là, m'a dit, bon, allez, c'est bon, on arrête tout, va t'entraîner une fois, va jouer une fois, et tu verras comment ça se passe. Mais vas-y, c'est elle qui m'a poussé à la fin à faire les derniers pas. Et du coup, un jour, je suis parti à la salle avec mon père, avec les gars du centre de formation. Donc du ton Pôle père Espoir, qui est entraîneur qui du était centre de entraîneur, formation. qui était là en fait. Mais la décision était un peu folle. Mais en fait, moi, au fond, tout au fond de Deep Down, j'y croyais. Ouais. Même si les gens. Parce que quand j'étais petit, dans le hand, c'était comme dans le tennis. Ça se passait très bien et j'étais fort. Et je pense que d'avoir aussi la trajectoire de Nico devant moi, je pense que ça m'a aussi aidé parce que quand on était dans le hand petit, on avait vraiment la même trajectoire. C'était vraiment. C'était similaire. Et donc, de le voir comme ça réussir, je me disais, attends, mais est-ce que moi, j'ai pas ça aussi en moi donc, je pense que ça m'a aidé. Tout en étant aussi un poids, parce que C'est lui, ce que avec j'allais te demander. c'était. À quel point c'était un poids C'était. à ce moment-là d'arriver dans le hand avec ton frère qui a sa trajectoire qu'on connaît. Et forcément, tu as forcément eu des personnes qui ont dû se dire ouais, il y a Nico, c'est facile pour lui. Oui, non, il y en avait beaucoup. Forcément, il y avait un poids. Je sentais le regard des gens un peu quand même. Et après, mais le truc, c'est que sur le terrain, au final, ça m'a jamais vraiment dérangé parce que c'est aussi ce que j'ai aimé, ce que je préférais dans le hand par rapport au tennis, c'est que dans le hand, une fois que tu es sur le terrain et que ça démarre, en gros, tu n'as pas le temps de réfléchir. Enfin, ça démarre, tu joues. Si tu n'es pas là, ça se passe. Et dans le tennis, sur une heure sur le terrain, tu vas jouer, je sais pas, moi, il y avait des études 12-13 minutes et le reste du temps, tu cogites, tu te poses des questions, tu marches, tu vas chercher la balle. Je vais pas marcher sur la ligne, je vais marcher là. Et donc d'avoir ça dans l'an, je pense que ça m'a permis aussi de ne pas penser à tout ce qui se passait autour, d'oublier un peu mon nom, d'oublier. Et donc, du coup, ça n'a jamais vraiment été. Ça m'a pas trop gêné, en fait. Et puis après, entre vous, avec ton père et Nico, c'était, je veux dire, quelque chose que vous avez déjà évoqué ou vous en parliez? Mon frère, je n'en avais pas parlé non plus, de reprendre le hand comme ça et tout, parce que pareil, je voulais. Ça venait de moi vraiment. Pas... Et puis bon, je me suis dit, il va peut-être me prendre pour un fou ou quoi. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, non, il a un peu découvert comme ça sur le moment. Et après, j'ai eu la chance que ça aille très vite aussi dans le hand quand j'ai repris. Donc, au final, les interrogations, il n'y en a pas eu longtemps. Parce que j'ai repris au mois de début octobre d'une saison. Et en janvier, les pros sont partis faire une compétition. J'étais dans le groupe pro en janvier pour faire les matchs amicaux, les tournois amicaux. Mais tu as été dans le groupe pro finalement super rapidement. Super rapidement, je te dis, 3 mois après, en janvier, j'étais pour les matchs amicaux avec le groupe pro. Et début février, quand les pros sont revenus, que le championnat a redémarré. Et premier match contre Dunkerque à domicile, je suis dans l'équipe, je suis sur la feuille de match. Et je rentre à 5 minutes de la fin. Et tu fais ton premier match. Mon premier but en championnat de France. C'est incroyable. Et 4 mois après. J'avais repris au mois d'octobre, donc ça allait super vite. Même si voilà, c'était qu'une étape derrière. Bon, il y a eu plein de trucs, mais donc j'ai pas eu trop le temps non plus de cogiter. Mais je l'ai souvent dit aussi, même si j'avais pas eu derrière ce rebond et que j'aurais pas eu de regrets parce que je faisais vraiment ce que j'aimais. J'avais vraiment ce truc-là d'être là, d'être à ma place, de faire ce que je devais faire. Et donc derrière, c'était un peu toujours que du bonus pour moi. Je pense que ça m'a aidé aussi dans le reste de ma carrière. Mais tout à l'heure, tu disais de comparer par rapport à des gens qui, des fois, n'osent pas au bout de 10 ans. Moi, je l'ai fait, mais en même temps, tout ce que tu fais te sert pour la suite, même si tu es dans une autre voie, une autre direction.
si tu fais les choses bien, tu vas prendre des choses avec toi. Moi, pendant 10 ans, j'ai fait du tennis de haut niveau. Ben, j'ai acquis plein de choses qui m'ont servi derrière quand j'ai repris le hand. J'ai Complètement. commencé la prépa physique très tôt. J'avais des facilités de déplacement, d'endurance. Enfin, donc, du coup, j'ai pu aussi transposer tout ça dans le hand, même s'il y avait d'autres endroits où j'avais des lacunes. Mais ça m'a permis de compenser et d'aller plus vite. Donc, tout ce que tu fais, si tu le fais bien, te sert dans plein de domaines, en fait. Ouais, non, je te rejoins complètement. Et moi, ça me fait penser à ma transition entre le volleyball Bah, toi aussi, indoor et le bah, c'est beach vrai que toi volley. aussi, tu as fait, une Et transition. j'ai Ouais. vraiment cette image où j'étais pas bien, moi, dans ma peau, au poste de libéraux, Ouais. donc en volley à 6. Donc, c'est celui qui fait les défenses et tout ça. Et le beach volley, ça a toujours été un rêve où bah, je suivais de loin un peu le circuit international où les joueurs voyageaient sur les plus belles plages du monde. Et il y avait ce rêve des JO aussi Ouais. à l'époque. Donc, c'était Rio 2016 où tu as fait la médaille d'argent. Mais tu nous raconteras un peu plus Ouais. la partie C'est handball. vrai qu'on Mais s'est dit, on a failli se retrouver là-bas, ça aurait été ça aurait énorme. été énorme. Ouais. Mais ça a été une période de vie déjà assez incroyable. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, bah, moi, j'arrivais avec un professionnalisme que j'avais acquis dans le volley, que je transposais dans le beach volley, où au final, il y avait zéro structure. Donc à la Fédé, il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de Pôle France. Donc tout ça, c'était à mettre en place. Et heureusement Ouais, que j'avais une discipline bien qui sûr. m'a aidé à planifier, à faire en sorte d'arriver à un objectif. Donc ça y est, maintenant, tu es dans le hand. Tu as fait tes premières saisons avec Montpellier. Est-ce que tu peux nous raconter les premiers moments en équipe de France, les premiers instants avec ton frère voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu toutes ces histoires? Ben ouais, du coup, l'équipe de France est arrivée en 2011. C'est mon frère du coup qui me l'a appris. Ok, Je me souviendrai toujours trop bien. parce que je pense que Claude Onestal lui en avait parlé avant donc c'est lui qui me l'a dit. Je me souviens, on était à Montpellier un soir, on était allé boire un coup donc ouais, ça avait été quelque chose de particulier. Toi, tu pensais à un moment Ben donné oui, ou... enfin oui, au fond de moi, c'était un objectif. Je savais que j'étais plus ou moins un peu dans les tablettes parce que j'avais fait de bonnes saisons mais bon, quand ça arrive vraiment, mais surtout en fait que l'équipe de France, parce que c'est pas, on parle d'une équipe qui à ce moment-là Exactement. domine le monde, a tout gagné. Je pense qu'elle est tenante du titre à l'Euro, aux Jeux, au championnat du monde. Donc on parle d'un truc de fou. Et moi, je me dis à ce moment-là, je vais jouer avec des mecs que j'ai regardés à la télé, que j'ai admiré alors que je refaisais même pas encore ce sport. Enfin, donc c'est fou. À ce moment-là, c'est fou. Et en même temps, c'est aussi, voilà, c'est un peu dans la veine de tout ce qui se passe depuis que j'ai repris le hand. C'est-à-dire que Ouais. tout va très vite. Et du coup, ben, encore ouais, une étape de plus. Donc Même Nico si, t'annonce ça ouais. autour d'un verre. Après, c'était en 2011 et c'était au mois de juin. Donc, c'était un stage un peu plus tranquille, on va dire. Je pense que la France venait d'être championne du monde. Donc c'était un peu un stage récompense entre guillemets. C'était en Argentine. Il y avait 2 matchs amicaux contre l'Argentine et c'était aussi. Il y a eu des temps off, il y a eu des Ouais. visites. Enfin, donc c'était même les gars qui étaient en équipe de France, ils n'avaient pas l'habitude de ce genre de stage. Donc je me souviens quand j'y étais, ils m'ont dit toi t'es mal habitué, t'arrives premier stage en Argentine, tu vas voir les chutes d'Iguazu, les trucs machin. Donc parce que derrière, après j'y suis retourné qu'en 2014 en équipe de Ok. France parce qu'en 2011, ouais, il y avait des joueurs clés qui étaient mis au repos. D'accord. Donc entre 2011 et 2014, Ouais, entre t'as pas 2011 été et rappelé. non, j'ai pas été Ok. rappelé. Après, j'ai été rappelé en 2014. Ok. Fin 2013, 2014 pour l'Euro 2014, ça a été ma première compétition. C'est le moment où ben, Didier Dinard avait arrêté. Et du coup, moi, j'ai été sélectionné. C'était un peu pour prendre la suite aussi parce que je faisais presque de la défense à Ouais. l'époque et c'était vraiment pour essayer de le remplacer, de rentrer rentrer dans cette équipe de France. Donc j'ai fait ma première compétition en 2014, Danemark. J'ai eu la chance de la gagner, Ouais. d'être champion d'Europe. Ma première compète. Donc pareil, encore une fois, ça va super vite. Je me dis, je fais ma première compétition, j'ai la chance de gagner. Donc c'est un truc de fou.
Et c'est fou parce que de l'extérieur, moi je m'en souviens de ce premier titre de champion d'Europe. Je me dis, ça y est, Lula, il est dans la cour des grands. Ouais. Il a vraiment une trajectoire inspirante parce que forcément, c'était en tant que pote hyper inspirant pour nous tous de suivre ton parcours de loin. Et je me souviens on s'appelait assez régulièrement pour suivre tout ça. Donc, tu as ce premier titre de champion d'Europe. Derrière, tu es champion du monde En 2015, ouais, l'année d'après. L'année d'après. Ouais, Et après, il y a les JO. ouais. Donc, les JO, tu as cette médaille d'argent 2016, ouais, à en Rio. 2016. En fait, on enchaîne. On a fait 2014-2015, Jeux Olympiques 2016, où c'est aussi la première grosse déception, enfin désillusion, parce qu'on perd en finale de pas grand-chose contre le Danemark, alors on venait d'être champion d'Europe, champion du monde. Donc c'était première désillusion. Et en même temps, moi j'en garde un très bon souvenir parce que c'était mes premiers Jeux Olympiques et c'était quelque chose de fou. J'avais jamais vécu ça. Donc moi j'avais, mais pareil, toujours tendance à essayer de regarder le positif, le verre à moitié Ouais, plein. Pour moi, c'était premier jeu, je rentre avec une médaille c'est clair. autour du cou. Enfin voilà, certes, elle est pas en or, mais pour moi, elle était magnifique cette médaille. Ouais. Parce que les jeux, c'est pas que la médaille, c'est vraiment le truc que tu vis en entier qui est fou. Et donc c'était aussi une expérience géniale. Et derrière, on a enchaîné. Il y a eu le Mondial 2017 en France. Ouais. Où là, pareil, ça a été un moment compliqué parce que je me blesse en phase de poule. Pas une blessure de fou parce que c'est une entorse de cheville, mais qui te met sur le côté 4-5 semaines. Et du coup, j'ai pas pu finir la compétition avec eux. On fait champion du monde à domicile. Pareil, c'était un truc de dingue. Du coup, j'ai vécu un peu plus sur le côté, sur le banc, mais c'était aussi une expérience géniale. Mais ça a été aussi des premiers moments un peu plus compliqués dans ma carrière. Je te dis, la défaite en finale et cette blessure-là. Et après, derrière, donc, je vais accélérer jusqu'à Tokyo. Donc là, tu as ton premier titre de champion olympique avec ton frère. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça a été le summum, le nirvana sportif pour moi. Ça a été une aventure incroyable. Forcément, j'ai en tête le souvenir au moment du coup de sifflet final, c'est indescriptible. Et en plus, le scénario fait que la décharge d'émotion elle est encore plus forte parce qu'on gagne, on bat le Danemark Ouais. à la dernière, dans les 2 dernières secondes, quoi. Ils ont un ballon pour égaliser. Il reste 3-4 secondes et voilà, on récupère la balle, on marque. La tension, elle était extrême, quoi. Et donc ce moment-là de voir le ballon rentrer, coup de sifflet final et tu es champion olympique, il y a Nico qui est juste à côté de moi. Ça, c'est des moments Ça, c'est gravé. qui resteront gravés. En plus, c'est 5 ans après, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, du coup, les Jeux ont été décalés d'1 an. C'est 5 ans après Rio, c'est la même finale, le même adversaire. Donc, il y a ce truc-là de revenir 5 ans après, d'avoir une deuxième chance. Donc, tout ça fait que c'est un scénario incroyable. Et ça reste mon meilleur souvenir sportif. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en plus, les Jeux Olympiques, c'est un truc à part. C'était en plus la chance de les gagner. Là, Ouais, c'est clair. là, C'est le rêve de tous les sportifs. Ouais, et puis c'est mon frère Nico qui me disait, ça change la vie. Tu as un avant et un après quand tu es champion olympique. Et oui, forcément, je l'ai vécu et je vois ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que c'est l'après? Non, Qu'est-ce qu'il mais veut dire par là? ouais, c'est un truc où tu sens les gens, c'est un truc, le truc le plus regardé au monde et tu sens que tu dépasses un peu la sphère de ton sport et ça devient le sport en général, pas que le hand. Ouais. Et c'est même quand tu vis les jeux, que tu sors un peu juste de ta discipline, tu vois tous les autres sportifs, tu vois le sport et donc tu sens que tu sors un peu même de ta discipline et du coup c'est le cas aussi avec les gens où tu vois que tu as marqué les gens d'une manière différente et oui, quelque part tu fais partie un peu de l'histoire du coup Ouais. parce que les jeux c'est un truc à part. Et, c'est vrai aussi que Nico souvent il le dit, c'est parce que lui c'était sa troisième médaille d'or. Ouais. Et souvent il disait, je suis presque il était plus content pour moi
pour ses coéquipiers qui n'avaient jamais été champion olympique que pour lui, parce qu'ils disaient, ça y est, vous pouvez voir ce que c'est, vous sentez ce que c'est, alors que lui, il avait déjà gagné 2 fois. Donc c'était aussi génial de voir ça, quoi. C'est énorme. Ouais. Et du coup, là, tu es en préparation pour les Jeux de Paris. Comment tu abordes ces jeux? Forcément, en étant champion en titre, des jeux qui sont à la maison, devant tous les amis, la famille. Il y a tout un contexte qui fait que forcément l'événement il va être amplifié. Comment est-ce que toi, dans ta tête, tu abordes ce genre de rendez-vous? C'est un peu. Déjà, il y a une inconnue, une part d'inconnu, parce que j'ai déjà fait des Jeux Olympiques. Déjà, il y a la première inconnue, c'est d'être en bonne santé, de pouvoir prétendre à être dans l'équipe déjà. Mais surtout, la deuxième inconnue, c'est de faire des Jeux dans son pays. C'est un truc, tant que tu l'as pas vécu, je pense pas vraiment savoir ce que c'est. Et donc, du coup, j'essaye quand même de pas trop y penser. Parce que ça, c'est un truc où je m'en suis un petit peu rendu compte plus ces dernières années, où j'essaye de travailler un peu plus sur mon mental, et je trouve de se projeter trop, j'aime pas trop faire ça. Et surtout que on est en France, tu es confronté au jeu tout le temps, les gens t'en parlent, et j'ai pris mes places, et vous allez Ouais. gagner, vous allez ramener. Donc déjà, tu as tous les gens autour qui t'en parlent beaucoup. Donc si toi, en plus, enfin moi, au contraire, ça m'aide de couper un peu, de pas trop y penser, de me concentrer plus sur ma saison avec le PSG, les objectifs qu'on a à remplir, d'être voilà, plus au quotidien, au jour le jour. Même si là, on rentre dans une phase où on a déjà fait une semaine équipe de France où on a commencé à préparer les Jeux. Mais pour moi, le challenge, il est là. C'est de vraiment de pas aller jouer avant, Ouais. de pas parce que je pense que ça peut prendre beaucoup d'énergie physique, mais surtout mentale. Donc le challenge, il est là, mais c'est pas facile parce que tu es Ouais, confronté à ça tous les jours. je sais que moi, j'avais un gros problème quand je jouais, c'est que je me projetais beaucoup trop loin. Et en effet, c'est un gros danger pour le sportif, c'est que tu te rajoutes une pression. Moi, mon objectif, c'était de participer aux JO. Et en fait, dans ma tête, c'était il faut que je me voyais aux Jeux, il faut que je fasse les Jeux. Ouais. Si je fais pas les Jeux, punaise, j'ai raté ma carrière. Ouais, bien sûr. Tu rentres dans des Complètement. psychologies comme ça et c'est pas bon. C'est Non, clairement pas bon. clairement. Et c'est vrai que moi, j'y pensais. Après, quand tu es plus jeune, tu n'y penses pas forcément parce que quand tu étais un peu plus insouciant. Mais c'est vrai que plus tu prends de l'âge et des fois, tu as tendance à un petit peu plus réfléchir. Et c'est vrai que moi, c'est des questions que je me suis posées plus sur la deuxième partie de ma carrière où Ouais. commencer à lire des bouquins, à essayer de comment faire pour éteindre un peu le mental, couper un peu les pensées, des trucs. Forcément, je m'intéresse un petit peu plus maintenant. C'est des trucs que j'essaye de faire. Voilà, d'essayer d'être plus dans le moment présent, essayer de couper un peu ton mental. Et forcément, c'est des trucs qui peuvent t'aider après. Et surtout quand tu as une énorme échéance comme ça qui arrive, c'est pas facile, mais il faut essayer de le faire. Et donc là, c'est intéressant. On commence à aborder un peu les piliers de la performance et donc tes piliers de la performance. Donc là, on est plus sur l'aspect mental. Il y a quelqu'un qui t'accompagne, qui te suit, un préparateur mental? On n'a pas de préparateur mental dans notre club. Parce qu'au tennis, Ouais, il y en a pas ouais. mal. Je sais Il y en pas a. si Je pense dans le que hand. le truc, c'est que dans le tennis, c'est un sport individuel. Donc, je pense qu'il y a encore plus besoin d'accompagnement à ce niveau-là. Et je pense que c'est un peu plus démocratisé. Dans le hand, il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, moi, c'est plus une démarche personnelle. Ouais. Quand tu commences à écouter un peu ce qui se fait autour, commencer un peu à lire, et aussi un besoin aussi un peu. Ouais. Et du coup, moi, ça a été un peu un chemin personnel, une démarche personnelle, de commencer à lire des choses, essayer. Mais on n'a pas de prépa mentale. Après, là, on a fait une semaine en équipe de France où Guillaume, le sélectionneur, a fait appel à un préparateur mental qui est venu, on a fait une après-midi avec lui, où on a pu échanger, c'était super intéressant. Et je trouve ça plus intéressant quand j'étais plus jeune. Des fois, ouais, ça te passe un peu au-dessus de la tête, tu ne penses pas Ouais. trop, mais c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est super important, surtout de nos jours. On voit que tu as énormément de stress, énormément de pression. J'allais te poser la question, c'est quoi Ouais. ta relation au stress? Il y en a, clairement. Et pour moi, déjà, ce qui est important, enfin, pour moi, ma famille, elle est essentielle. Justement, dans ce truc de couper un peu. Ouais. Tu vois, quand tu as les matchs, les entraînements, mais quand j'arrive à la maison, j'arrive à
à couper complètement. Ma femme, Jenny, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle ne me parle pas beaucoup de handball. Déjà, Ok. ça c'est plutôt bien. Voilà, quand on est à la maison, elle sait que on n'en parle pas du tout. Elle va pas me débriefer mon match Ouais, ou me ouais. dire t'as pris un but là ou t'as mis un but là. Non, on n'en parle pas du tout. Donc ça c'est plutôt bien. Quand je rentre à la maison, c'est vraiment penser à autre chose. Et puis ben, j'ai mes filles qui sont là et je déconnecte à fond. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Vraiment Donc là, ouais, tu arrives à déconnecter et à sortir de ce Ouais, contexte perf du c'est hand ça. grâce à ta vie de famille. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres petites choses à nous partager qui te permettent de décompresser? Moi, je pense à deux choses, parce que du coup, pour t'avoir vu, il y a la guitare. Je te vois que Ouais, c'est donc vrai. tu... J'allais t'en parler. Ouais, c'est vrai que c'est un des trucs au final ouais, qui me fait du bien, je pense, qui m'aide. Parce que ben, du coup, quand je joue, ben, je pense à rien d'autre. Je suis vraiment à ce que je fais. Je suis dans le moment présent et c'est une bulle aussi. Et ouais, je pense que je pense que ça m'aide et je pense que c'est d'avoir d'autres hobbies, d'autres Ouais, centres d'intérêt. Je pense que c'est bien aussi. Parce que ça permet de couper mentalement, de penser à autre chose et de pas être constamment. Tu vois, je pense que ça aide. tu lis beaucoup aussi. J'ai compris que tu aimais beaucoup les BD. Ouais, ouais, pas beaucoup de BD, c'est vrai. C'est vrai, en plus, encore plus ces derniers temps. Ouais, après BD, livres, etc. Ça, c'est des trucs, voilà, sur la vie en dehors. Ouais. Après, sur le terrain ou sur comment couper le stress ou comment tu réagis à la pression, mais ça, chacun est différent. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à, voilà, à lire des choses sur le fait d'essayer d'être dans le moment présent, Ouais. essayer d'être ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup aidé. Travailler sur la respiration, sur des choses comme Oui, la ça. respiration, tu m'en parlais hier. Tu fais de la cohérence cardiaque. J'essaye depuis quelques temps. Donc, le principe, c'est au réveil le matin, c'est ça, de prendre un temps pour se concentrer sur sa Ouais, respiration. c'est Avec... ça, se faire ça pendant 5 minutes. On nous a conseillé, bah, justement, quand on était en équipe de France, de le faire, essayer de le faire 3 fois par jour, une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir. Et c'est vrai que je trouve que ça fait du bien, ça aide. Et en général, tout ce qui est sur la respiration, parce que forcément, quand tu es un peu plus conscient de ta respiration, de ce que tu fais, eh ben, du coup, tu penses plus à autre chose. Tu penses plus Complètement. à, ben, si tu as un stress ou si tu as une pression, ben, elle passe un peu au second plan parce que tu es sur toi, sur tes sensations, sur ta respiration. Et ça, du coup, je trouvais que ça m'aidait pas mal. Et puis après, relativiser aussi, essayer de relativiser, Ouais. de se dire ben, que ça reste que du sport. On a la chance de faire ce qu'on fait. J'ai eu la chance d'avoir. Enfin, même dans les moments où ça allait moins bien, où c'était un peu plus dur, j'essayais de prendre un peu de recul et de voir ma situation, me dire regarde, tu as repris le hand à 19 ans, ça aurait pu aller complètement dans une autre direction. Tu as eu la chance, rien que déjà de jouer, Ouais. même si. Donc, vois, soit reconnaissant, tu Complètement. vois, C'est quoi c'est un ton peu plus grand ça. bonheur aujourd'hui? Mon plus grand bonheur, c'est ma famille, clairement. C'est mes enfants, c'est mes filles. Ça, c'est le plus grand bonheur. Et puis là, enfin, je dirais pas que c'est pas dans le sport, c'est pas dans le handball. Mon plus gros Ouais, bonheur, ouais, c'est ouais. pas, même si je kiffe ce que je fais, et c'est génial, mais non, c'est vraiment ça. C'est ma famille, mes relations avec ma famille, avec mes amis, avec mon environnement. Ça, c'est encore plus important, je trouve. Et, Qu'est-ce que tu fais pour décompresser? pour décompresser, ben, on en a parlé tout à l'heure. Jouer de la guitare, ça, c'est un truc. Moi, je pense à, en tout cas, là, sur les quelques années qui sont passées, tous les ans, t'organises enfin, À plusieurs, on à organise à plusieurs, ouais, plusieurs, ouais. mais un Des petit sorties avec des road copains. trip, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un truc qu'on fait depuis, je crois, la première édition a été en 2010, je crois, ouais, 2010. On avait appelé ça la saison 1 avec Nico et Enzo et Panda. On Ouais. était parti on avait dit on part faire un road trip en Croatie. On avait loué un petit van. On était parti à 4 en Croatie parce que bah, on a une maison en Croatie, on a plein de la famille et on s'était dit on fait une semaine comme ça. Et ça avait été génial. Et au final, c'est devenu un peu une tradition Ouais. qu'on a,
qu'on a fait d'année en année. Donc là, Toi, là, tu nous as rejoints sur quelques éditions. D'année en année, on a un peu étoffé le voyage. L'année d'après, on s'est dit, on est parti en Croatie et puis on a loué un voilier pendant une semaine. Et puis après, c'était changement de destination. On a fait la Croatie, Biarritz, Barcelone. Et à chaque fois, voilà, on avait des copains qui se rejoignaient à nous. C'est devenu une tradition, un truc qu'on a. et Et qui ça, est du coup, génial, hein. forcément, ça t'apporte Ouais, ça, un c'est une bonne recul bulle. et Ouais, c'est vraiment une bulle où tu décompresses. Où, ben forcément, en étant sportif de haut niveau, c'est compliqué aussi de voir tes potes dans l'année parce que tu es toujours à gauche, à droite, tu bouges de club. Donc c'était aussi un moment où on se retrouvait tous ensemble, on pouvait voilà, passer des moments qu'on n'avait pas eu la chance de faire dans l'année. Donc c'était vraiment ouais, c'était un vrai sas de décompression et on l'a continué d'année en année parce que ça nous faisait du bien et donc là, je c'était pense que cool. ça fait. On en est à quelle saison là, Bah je ouais, pense. on est en 2000, en 2024. Ouais, on a fait 13 ou 14 saisons. Après, l'année dernière, ben, la saison, c'était. Moi, je me suis marié en été, donc c'était mon enterrement de vie de jeune garçon. On l'a mixé Ouais. avec cette saison. On était reparti en voilier. Mais ouais, ça, c'est une tradition. Donc là, on vient de parler de l'aspect mental, donc la manière de gérer le stress, de décompresser, de prendre du recul. Donc il y a plein de petites techniques, par exemple aussi au quotidien. Donc tu m'as parlé de la respiration, donc ça c'est hyper intéressant. J'aimerais qu'on parle d'autres piliers de la performance. Donc je pense à trois piliers en particulier, l'alimentation, la gestion du corps et la gestion du sommeil. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, toi, tes petites habitudes autour de ces trois piliers? Alors sur l'alimentation, je fais un peu plus attention maintenant. À l'époque, je faisais pas du Pourquoi tu fais plus attention maintenant? Je fais plus attention maintenant parce que je prends de l'âge et qu'en fait d'optimiser Ouais, mon corps. Je me dis ben, que tu joues contre des mecs qui sont plus jeunes que toi, des mecs qui donc je me dis si je fais pas ce qu'il faut, ça va être plus compliqué. pour rappel, donc du coup, tu as Je sais. 36 J'ai 36 ans, ouais, j'ai eu 36 donc ans. cette année. Après, enfin, physiquement, la prépa physique pour moi, ça a toujours été essentiel. Je me suis toujours beaucoup entraîné, je suis toujours déchiré entre guillemets à l'entraînement. Ça, c'est Ouais. un truc que j'ai depuis tout jeune. J'ai commencé très tôt la prépa physique quand j'étais dans le tennis, quand j'étais au Pôle France. Enfin bref. Donc ça, c'est un truc. J'ai toujours été super entraîné, très entraîné. Mais après, la nutrition, je faisais pas forcément attention. Et c'est depuis quelques années, forcément pareil. En lisant un peu, en regardant, j'ai compris que ça pouvait aussi un peu, ça pouvait m'aider, ça pouvait être un Ouais. peu plus. C'est quelque chose que d'ailleurs vous partagez avec Nico? Ben, c'est plus, ouais, d'ailleurs, j'allais te le dire, c'est lui qui a vraiment commencé de ce côté-là à faire plus attention. Et je pense que derrière, ben, forcément, en ayant vu ça, ça m'a aussi, ça m'a interpellé. Et Ouais. même si je fais pas aussi loin que lui, il a vraiment des routines et il fait plus attention. Lui, il a Euh, réduit la Ouais, il a consommation réduit, de ouais, viande, consommation de par viande, exemple. ouais, bien sûr. Moi, je me fais toujours plaisir. Je pense que les fameux cheat meals, choses comme ça, il y en a toujours, mais il y en a un Ouais, peu moins. ouais. J'essaye de mieux petit déjeuner. Ça, c'est un truc où avant, j'avais tendance le matin, Avant, c'était quoi? C'était des céréales, non? Je me ouais, des souviens. céréales à la con, où ça veut être. Je buvais du lait, j'ai calmé le lait aussi. Je Ouais. prends du lait, je prends des laits végétaux. J'essaye de me faire des granolas, des choses comme ça. Là, ce matin, par exemple, on a Ouais. pris un super. C'est Jenny qui l'a shoot out to To Jenny Jenny. qui est ben, pareil. De ce côté-là, elle m'aide bien aussi parce qu'elle est forte en cuisine et elle me fait des bons plats et elle est pareil. Tu vois, typiquement le matin, c'est elle qui souvent fait des granolas avec les aliments qui vont bien. J'essaie de manger un peu plus de fruits, mais parce que après, je suis quelqu'un de gourmand. Ça, c'est Ouais. un truc. Chaque fois que je suis en équipe de France, je me fais charrier par mon frère parce que je prends des desserts alors que lui, il est super carré. Et du coup, j'essaye pareil de faire un peu attention, mais je pense que c'est important de toujours quand même se faire plaisir. Complètement. Bah, Moi, la vision, en tout cas, enfin, l'état d'esprit qu'il faut avoir avec l'alimentation, en tout cas, que moi, j'ai essayé de mettre en place dans mon quotidien, c'est 80% du temps, tu as une certaine conduite et 20%, c'est typiquement le week-end Ouais.
pour décompresser avec des amis, un barbecue, un moment convivial, social, Ouais, bien sûr. parce que sinon, en fait, c'est Non, trop non, tiré c'est par les important. cheveux et du coup, ça a un effet Je pense que inverse. exactement, ouais. Donc, Exactement. Ouais. Après, sinon, je bois beaucoup d'eau. Je me fais des shakers après chaque entraînement ouais, avec ce qu'il faut en protéines, végétales, enfin, et quelques suppléments. Je suis suivi par une diététicienne qui me d'accord. fait aussi des programmes, donc Donc ça, c'est top, je ouais. fais un peu plus Donc, tu as attention. vraiment ouais, Je un bois beaucoup, encadrement ouais, quand diététique. même, ouais. Je fais attention. Euh, Mais la routine, ouais, ça, le shaker, je l'ai après chaque entraînement. J'essaie de boire beaucoup d'eau. J'ai la chance, j'ai pas de vice avec tout ce qui est soda, tout ça, j'en ouais. bois jamais, donc je bois essentiellement que de l'eau. Donc voilà, niveau nutrition, voilà à peu près. Sur Tu la parles. partie physique, du coup, aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à la douleur, par rapport aux inflammations du Je me corps? sens, franchement, je me sens pour l'instant plutôt bien. Ouais, Ouais. Je touche du bois. J'ai eu la chance j'ai jamais eu de grosses blessures jusqu'à présent. Je me suis jamais arrêté plus de 4 ou 5 semaines. Et ouais, ça, j'ai dû le faire 2 fois dans ma carrière. Je pense que déjà le fait, comme je disais tout à l'heure, depuis très jeune, je fais beaucoup de sport depuis très jeune. Je pense que mon corps s'est habitué. Euh, Toujours été vraiment prêt physiquement. Pareil, j'ai toujours fait beaucoup de prépa physique. Je pense que ça, j'ai acquis une caisse ouais. assez rapidement qui m'a aidé tout au long de ma carrière. Je suis quelqu'un d'assez raide à la base. Donc c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup. Tu fais du yoga? Je fais pas de yoga, mais bon, par contre, on a la chance d'être bien encadré au PSG Handball. On a 3 kinés, donc je fais des soins tous les jours. Après Ouais, chaque entraînement, ouais, je suis au moins 30 minutes sur la table de kiné. Ça va faire soit des soins, soit des étirements, soit des assouplissements. Avant les entraînements, j'arrive pas 5 minutes avant, ouais. j'arrive une demi-heure avant pour faire toutes mes routines, m'échauffer. Euh, Enfin voilà, il y a plein de trucs. Ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels je lésine pas, quoi. Ouais. Parce que je veux, comme je disais, je veux optimiser mon corps et pouvoir être vraiment performant jusqu'au moment où j'arrêterai. Et ces trucs sont encore plus importants quand tu approches de la fin de ta carrière parce que justement, tu prends de l'âge. Mais pour l'instant, au niveau de mon corps, je me sens pas tout cassé, quoi. Super intéressant et on comprend bien que en fait finalement ta journée elle est super remplie avec toutes ces routines. Oui, bah oui, ça prend plus de temps, ouais. Tu Parce dois. que de l'extérieur on pourrait imaginer que bah il y a un ou deux entraînements par jour, ça laisse tant de libre, Ouais. ce qui est le cas en fait. Mais quand tu mets en place plein de routines bout à bout, voir les kinés, être sollicité j'imagine aussi par la presse. Ah Donc, oui, par la presse, mais même on n'a pas parlé, mais nous, on fait de la vidéo, de l'analyse oui, vidéo tous les jours. On a entraînement tous les jours, donc si tu mets l'entraînement, la vidéo qui dure 1 heure, toutes tes routines pour t'échauffer, l'entraînement, les soins, comme tu dis, oui, j'arrive à la salle à 9 heures, je s'entraîne le matin et je repars, il est 14 heures ou 13h30. Enfin voilà, mais tu dois passer par là ouais, si tu ouais, veux être complètement. performant et si tu veux être dans la durée, être là, tu dois passer par ça, quoi. Donc là, on parle de ton quotidien. Est-ce que tu peux ouais, nous expliquer un peu une journée type? Qu'est-ce qui se passe? Journée type, je me lève du coup assez tôt parce que il y a Deva et Dali qui se lèvent tôt. Dali, elle a même pas 2 ans encore, donc elle est dans une phase où ça se lève tôt et ça se lève pas toujours aux mêmes heures. J'ai la chance que Jenny ait pu mettre son activité aussi entre un peu de côté le temps pour Dali, le temps que Dali grandisse un peu. Ça a été la Ouais, même chose avec Deva. Donc j'ai aussi cette chance-là qu'elle me décharge beaucoup de ce côté-là. Donc la nuit, quand il y a des levées pour les filles, c'était très souvent c'est Jenny qui s'est levée. ouais, Donc j'ai pu aussi, et c'est ce qui m'a aussi aidé à moi à pas me blesser dans ces périodes qui sont particulières pour un sportif de haut niveau. Où quand tu as des enfants, faut être vigilant encore plus parce complètement. que voilà, on sait T'as la nuit c'est des nuits compliqué, plus courtes. tu Ouais, dors moins, tu es beaucoup plus sollicité. Donc c'est aussi des périodes qui sont périlleuses. Et moi j'ai eu la chance d'avoir Jenny et qui m'a énormément, enfin voilà, qui m'a permis moi de continuer à faire mes trucs de mon côté et du coup de pouvoir traverser un peu de cette période sans blessure. Mais après voilà, par contre,
on disait la journée type, ben, je me lève, je sais pas moi, vers 7h30, 7h, 7h30 avec les filles. On prend le petit-déj, on les prépare. Derrière, je prends mon vélo, j'amène les filles à l'école, déposer d'Eva, déposer Dali à la crèche. Et Donc du tout ça en coup, vélo, tout ça en parce que vélo, ouais, c'est j'ai dans la le même chance. quartier. Ouais, c'est pas très loin, j'ai un vélo cargo, donc je peux prendre les deux sur le vélo. Quand c'est moi qui les amène. Et puis après, bah, au final, maintenant, on s'entraîne le matin. Avant, on s'entraînait l'après-midi. Et depuis cette année, on s'entraîne le matin. Donc, au final, j'entre à la maison, il est 9h moins le quart et je pars à l'entraînement. Parce qu'en Ok. gros, on a rendez-vous à 10h moins le quart pour la séance vidéo. Donc faut que je prenne un peu d'avance parce que je ne suis pas dans Paris, j'habite un peu à l'extérieur. Tu peux prendre quelques bouchons, donc il faut faire attention si j'y vais pas en vélo. Et voilà, j'arrive à la salle, je fais Et d'ailleurs, les déplacements, ce que tu me disais, c'est que c'est interdit en scout. Oui, 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 dans les contrats, c'est marqué, tu peux pas. Parce que c'est Ouais, c'est dangereux. dangereux. Même si, bon, au final, quand tu es en vélo, tu as des risques aussi, il faut faire Ouais, attention. oui, c'est clair. Mais ouais. Et du coup, après, ben, j'arrive un peu avant 10h, même un peu plus tôt, pour commencer déjà à faire mes routines. On en parlait tout à l'heure. Derrière, on a une séance vidéo, on a l'entraînement qui démarre vers 11h, 11h15. Souvent, on s'entraîne au moins 1h30. Et puis après, ben, soins, kiné. Comme tu as dit, il peut avoir un peu de presse. On parlait tout à l'heure de routine. Une des routines aussi, c'est que je fais du bain froid tous les Ah, jours, ouais, après ça, tous c'est les un entraînements. gros sujet sur lequel Mm. moi, je me suis pas mal intéressé du coup quand je jouais encore et que j'intègre encore aujourd'hui dans mon quotidien où je fais des douches Ok. froides. Donc, j'ai pas de bain froid à la Ouais. maison, mais l'impact positif du froid est juste Ouais, moi, incroyable j'aime bien. sur J'aime bien le aussi. corps Ouais. et le mental. Carrément, donc, carrément. Et donc, nous, on a la chance d'avoir un bain froid. Donc, ça, c'est pareil, c'est un truc que je fais tous les jours. Et puis derrière, voilà, je te dis, je finis là. Je sors de Coubertin, il est 13h30, 14h à peu près. Et du coup, après, je rentre chez moi. Et j'ai 1h30, 2h dans l'après-midi, un peu tranquille, parce que Ouais. les filles finissent l'école à 16h30. Donc, c'est un moment où soit je vais me poser un peu, faut manger, je peux me reposer un peu, je vais peut-être jouer un peu de gratte. Et à Ouais. 16h30, je vais récupérer les filles. Et là, c'est parti pour Et là, c'est le tunnel, la deuxième journée. le tunnel, euh, le tunnel de 4h30 à 19h, qui peut soit très bien se passer, soit, s'il y a des petits cailloux, être un peu plus compliqué, intense. C'est une période qui peut, Ouais. voilà, on la connaît, qui peut être un peu fatigante. Et donc voilà, après, coucher des filles vers 19h30, 20h. Et derrière, un petit moment, Ginny et moi, poser un peu devant la télé, regarder un peu, mais en général, on fait pas non plus de vieux os, on se met assez Ouais. rapidement au lit. À Donc, 22h, vous êtes ouais, ouais, en général. 22h, 22h30. Bon, regarder une petite série pour s'endormir, mais c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, je me couche beaucoup plus tôt. Ça, c'est un truc. Avant, j'avais tendance à. Je peux me coucher un peu plus tard. Là, t'es obligé en fait. Sinon, tu tiens pas le rythme. Et bah, super intéressant. Pour revenir sur Jenny, d'ailleurs, Jenny, là, elle va commencer une formation Ouais, de cuisine, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Elle va commencer là bientôt. Parce que bah, c'est un sujet qui l'a toujours passionné. Et voilà, peut-être pour des projets futurs, elle a envie de se former un peu. Donc là elle va démarrer ça. Ouais. Ok. Avant qu'on bascule sur la page reconversion, avec toutes ces années, donc tout ce parcours, tu nous as partagé donc, ce qui faisait que tu étais équilibré, donc l'importance de la famille, l'importance des potes, l'importance de prendre du recul, d'être reconnaissant aussi des différentes étapes de vie. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Quelles a été pour toi les plus grosses galères? Bah oui, bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles. Bah, déjà, on en parlait tout à l'heure, mais ouais, toute la période où j'étais encore dans le tennis, où je savais plus trop où j'en étais. Et c'est une période qui a été compliquée, qui a mis un peu de temps. Et au moment où j'ai basculé, c'est là où j'ai recommencé à devenir heureux. Euh, on va basculer sur la partie reconversion. Déjà, est-ce que tu as un plan déjà de prévu pour Euh, demain? j'ai pas vraiment, non, j'ai pas de plan pour l'instant. Là, tu as signé. J'ai signé, oui, j'ai encore 2 ans de contrat. Donc, on verra.
Est-ce que je fais ces 2 ans, j'arrête? Est-ce que je continue encore un peu? Ça, je ne le sais pas. Ouais. Mais bon, ça m'amènerait vers 38 ans, donc je me dis ça ferait déjà une belle carrière, une belle longévité. J'ai pas de plan. Je pense déjà avoir, en tout cas, c'est ce que je me suis toujours dit, fait en sorte de pouvoir, au moment où tu arrêtes, de pas devoir tout de suite basculer sur quelque chose, pouvoir prendre un peu de temps Ouais. pour voir venir. Ouais. Donc, j'ai essayé, tu vois, de gérer un peu ma carrière, de faire des investissements Ouais, pour tu peux nous pouvoir expliquer être. un peu comment tu as géré ta carrière Non, mais il n'y a rien de particulier. C'est que j'ai eu quelqu'un qui m'a conseillé tout jeune en achetant des appartements, en faisant un peu de défiscalisation, en faisant de l'assurance vie, des trucs classiques, tu vois, mais Mais qui du font coup, ouais, vous êtes... aujourd'hui, j'arrive à la fin de ma carrière, j'ai ce qu'il faut pour pas tout de suite me dire qu'est-ce que je dois faire. Ouais. J'ai quand même une sécurité, ça, je pense que c'est hyper important. Mais après, non, le plan. En fait, je me rends compte déjà que ouais, la carrière, elle passe quand même assez vite. Quand tes enfants, quand tu as des enfants, tu les vois grandir et tu dis, ah, ça va super vite en fait. Donc, je me dis, j'ai quand même aussi raté des choses. Donc, pour moi, le focus déjà, il est sur ma famille. Euh, de pouvoir profiter à fond d'eux, de pouvoir être là pour tous les moments de la vie. Donc, j'ai pas envie de me lancer dans un truc qui va encore me faire partir de chez moi Ouais. dans des moments où je veux pas. Enfin, tu vois, mais c'est pas facile. Il faut réussir à le faire. Et pour l'instant, je sais pas encore ce que ce sera. Mais, quoi qu'il arrive, ma famille, ce sera vraiment une condition sine qua non. Ouais, complet. Après, j'aime le sport. Je suis passionné de sport en général. Donc, rester dans le monde du sport, ça m'intéressera. De quelle manière, je ne sais pas encore. Dans le hand ou plus globalement dans le sport en général, ça peut être ça aussi. Après, j'ai des partenaires qui sont avec moi depuis longtemps et qui, je pense, seront toujours là après. Je suis aussi ambassadeur d'une école, Effort Ouais. Agent Sport, qui fait pas mal de choses dans le sport, dans la formation. Je pense que ce sera aussi un des pans où je m'investirai, où je ferai des choses. T'as entrepris déjà, enfin, t'as des parts dans des sociétés? Par exemple, dans Effort Agent Sport, Ouais. je me suis investi dans cette société. Après non, c'est plus ce qui est société, non. J'ai plus de l'immobilier, ça. D'accord. Voilà, Et c'est parts, un des choses truc comme qui ça, te mais, plairait d'entreprendre? pourquoi pas. Après, je sais que c'est très dur. Je sais qu'il y a beaucoup de. Toi, t'en as un bel exemple. Je vois. Moi, je suis admiratif de ton parcours et de la façon dont tu avances et dont je trouve ça. Mais je vois le challenge que c'est et la difficulté que c'est. Et moi, étant sorti d'une carrière de 20 ans où j'étais confronté au haut niveau, à la compétition, tu vois, je me dis, j'ai aussi peut-être j'ai besoin d'un moment pour décompresser un peu, pour Ouais, être plus complètement. tranquille, tu vois. Peut-être ça t'arrivera peut-être Un peu plus tard, tu Ouais, vois. ouais. En tout cas, Mais t'as développé toutes les qualités oui, oui, pour c'est pouvoir sûr le que, faire. oui, c'est sûr que oui, certaines, même si je pense qu'il en faut d'autres, Ouais. mais ouais, en tout cas, oui, moi, je suis admiratif de parcours comme ça et c'est super inspirant. Donc, il y a une part d'inconnu sur la Ouais. suite pour moi. Et si tu avais Euh, vraiment le choix, enfin si dans l'idéal, demain, tu pouvais faire ce que tu voulais, bah, est-ce que tu aurais des choses, enfin des non, postes, franchement, un rôle non, franchement, je sais pas. Moi, c'est plus, pour l'instant, je pense plus à des trucs de plaisir, de Ouais. loisir. Tu vois, Bah ouais. j'ai envie de continuer à prendre des cours de guitare parce que j'ai pas le temps de le faire pour l'instant. J'ai envie de voyager avec ma famille. J'ai envie de faire d'autres sports. Je sais que toi, tu vois, tu vas souvent en montagne. Je te vois faire tes trucs à la neige. Moi, ça me parle aussi. Tu vois, ces trucs que j'ai envie de Ouais. faire. Je me vois pas arrêter le sport, tu vois. J'ai envie de Ouais. continuer, mais faire autre chose. Ouais. Tu vois, ça, par exemple, ça me dirait bien. Donc voilà, des aventures comme ça, tu vois. Ouais, complètement. Ça me parle. Après, sur le côté pro, pour l'instant, je sais pas D'accord. trop. Et t'as pas de formation de prévue là sur les Non, 2 prochaines années? non, pour l'instant, non. J'ai pas de.
Il n'y a pas Pas de d'ailleurs formation des compétences prévue. que tu aimerais développer par rapport à l'aspect pro? Non, après, continuer à m'améliorer sur ma communication en public, à mieux s'exprimer, mieux exprimer ses idées. Je pense que je suis déjà sollicité pour aller un peu partager mon expérience, Ouais, parler un peu de mon parcours. Et donc ça peut être aussi des choses qui peuvent m'intéresser. J'ai oublié de dire aussi que un truc qui m'intéresse, c'est aussi quand même la formation dans le hand. C'est pas forcément être coach ou ouais, être ouais. entraîneur à temps plein, mais par contre, transmettre aux jeunes générations, échanger avec eux, ça me parle. Bah, d'ailleurs, avec ton frère, vous Ouais, avez un on a stage. nos stages, les stages Karabatic qui marchent super bien. On s'investit de plus en plus. Chaque année, c'est un truc qui prend de l'ampleur. Ces dernières années, on a eu la chance de pouvoir y aller en été. Et c'est des trucs qui, moi, me parlent et me plaisent, d'échanger avec eux, de parler avec eux. Donc ça, je pense que c'est aussi tout un pan qu'on va développer. Donc voilà, il y a quand même, au final, il y a quand même déjà pas mal de choses à faire. Donc on va voir. Euh, Top, si on arrive un peu sur les questions de la fin, si je dois récap un peu les grandes clés des piliers de la performance, en tout cas de ta performance, si on en a 3 principales à citer, ce seraient lesquelles? Euh, c'est difficile à dire. Je pense que un dont on n'a pas forcément parlé, enfin, je sais pas si on a vraiment parlé, mais pour moi, le plaisir, Ouais, au final, clairement. pour moi, c'est essentiel si tu veux, durer et être bon. Pour moi, s'il y a pas le plaisir, s'il n'y a pas la passion, pour moi, ça marche pas. Ça Euh, rejoint d'ailleurs ce qui s'est passé dans ta transition entre le Oui, tennis et le exactement, hand, quoi. exactement, c'est exactement. Et quand je dis plaisir, c'est plaisir sur le terrain à faire ce que tu fais, mais aussi c'est aussi prendre du plaisir dans tout ce qu'il y a autour, Ouais, dans quand tu es dans un sport co, tu vas voyager, tu as des coéquipiers, de la vie de groupe, des moments de vie en groupe, plein de trucs comme ça, tu vois, ouais. ou prendre du plaisir aussi là-dedans, tu vois, prendre du plaisir quand tu vas t'entraîner. Dans la prépa physique, prendre du plaisir sur le handball. Enfin voilà, vraiment toujours voir ça comme un jeu. Je pense Ouais. que ça c'est essentiel. Et moi, enfin pour moi, si j'ai réussi comme ça à durer, et je pense que ça c'était hyper important. Après d'autres piliers. Moi, oui, on en a parlé tout à l'heure, la famille, Ouais. d'avoir une vie équilibrée en dehors du hand, en dehors de ton sport. Ouais, on parle beaucoup de cette vie privée, vie pro. Je pense que pour tout le monde, c'est hyper important d'être complètement épanoui en dehors. D'ailleurs, il y a une citation, enfin une expression plutôt que je garde en tête à chaque fois. C'est on ne vit pas pour travailler, Mm. on travaille pour vivre au Ouais, final, pour vraiment complètement. profiter des proches, profiter de ses hobbies. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment moi, en tout cas, la philosophie que j'ai intégrée, que j'inculque. Bien sûr, non, c'est hyper important. Et ouais, c'est ça aussi, en fait, tu fais pas toujours, tu fais pas toujours ce que tu veux dans la vie. Et même moi, enfin, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, où tu n'as pas forcément envie, où tu as un bobo ici, un bobo par-ci, un bobo par-là, où tu vas voyager, où tu n'as pas la tête à ça. Mais c'est d'essayer toujours aussi, je me dis que les réponses, elles sont en toi, en fait, tu vois, Ouais, c'est toi ce que tu en fais, ce que tu fais de la situation à laquelle tu es confronté, tu vois. Et c'est un truc auquel j'essaye de penser un petit peu plus maintenant, tu vois, de, d'essayer de pas t'apitoyer sur ton sort. Enfin, non, pas ça, mais de faire au mieux avec ce que tu as, ce qui t'est ouais, présenté, tu ouais, vois. ouais, Et complet. ça, c'est un truc que j'essaye aussi de m'appliquer un peu, tu vois. Il y a un truc que tu ferais différemment là sur ton parcours des dernières années? Euh, ben, je sais pas. Comme je disais, je suis toujours, moi, toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Donc, je suis moi, hyper reconnaissant de ce que j'ai pu, enfin, de ce qui m'a été présenté et ce que j'ai pu vivre. Après, moi, la question, c'est est-ce que si j'avais le choix, est-ce que je ferais ces 10 ans de tennis, tu vois, Ouais, est-ce que je resterais pas dans le hand? Euh, la question, elle est là. Des fois, je me la suis posée. Qu'est-ce que ça aurait changé? J'aurais réussi plus tôt dans le hand. Et en même temps,
je me dis, si j'avais pas fait de tennis, j'aurais pas eu ce parcours-là. Au final, C'est ça. tu vois, je suis fier d'avoir eu d'avoir fait deux sports, d'avoir, au final été performant dans les deux sports. Ça m'a apporté plein d'autres trucs, tu vois. Ouais, Donc au final, est-ce que j'aurais vraiment envie de pas avoir vécu cette parenthèse dans le tennis? Je sais pas. Tu vois, ouais, ok. c'est, Et tu as un conseil que tu donnerais au Luca qui justement se lance dans sa carrière professionnelle à l'âge de... Allez, à 19 ans justement où tu as fait le switch. ouais. Conseil, le conseil, ça serait juste en fait, de profiter à fond, de kiffer à fond, parce que je me rends compte, maintenant j'ai 36 ans, je me rends compte que ça passe vite. Ouais, c'est Tu clair. es là quand tu es jeune, tu penses même pas, t'es dans le truc. Peut-être, donc ça serait peut-être juste des fois de faire une pause et de dire, ah ouais, ce que je suis en train de faire, enfin de vraiment vivre à fond tous les moments, tu vois, parce que, ben voilà, regarde, moi, j'ai l'impression il y a 6 mois, j'avais 20 ans et là, j'ai 36 ans, je suis l'ancien qui te dit aux jeunes, profitez, soyez dans le moment présent, kiffez à fond parce que ça passe vite. Mais Ouais, oui, ça passe vite. c'est clair. Tu vois, j'ai 36 ans, je vais essayer de jouer encore un peu. Et maintenant que j'approche de la fin, j'essaye de vivre chaque moment vraiment encore plus à fond et de kiffer parce que c'est bientôt la fin, tu vois. Ouais. Donc D'ailleurs, on parle de la fin, donc là c'est la fin de la carrière de Nico. Euh, Qu'est-ce que ça va te faire du coup de te dire que Nico, lui, aura pris sa retraite et que toi, tu vas continuer ben, Quoi ton sentiment? ça va me faire drôle. Ça va me faire drôle, clairement. Parce que au final, pas connu j'ai pas connu le hand sans Nico depuis que j'ai repris. Même si au début, quand j'étais à Montpellier, il était à Kiel, donc Ouais, on n'a pas démarré ensemble. Mais après assez rapidement, on s'est retrouvés et on a été coéquipiers. Donc ça va faire drôle. C'est... Après, ces dernières années, il y a eu des périodes où Nico a eu quelques blessures qui l'ont tenu éloigné des terrains assez longtemps quand même. Du coup, c'est des moments déjà, ça avait été comme un avant-goût un peu, tu vois, où je me suis dit, ah ben ouais, c'est à ça que ça ressemblerait le hand sans Nico. Donc, je me suis un peu préparé à ça quand même depuis quelques années voilà, pour que la transition se passe ouais, bien. J'ai pas d'appréhension vis-à-vis de ça, tu vois. Au contraire, je suis reconnaissant d'avoir pu jouer autant d'années comme ça avec lui, d'avoir pu vivre autant de trucs de fou avec lui. Mais c'est pas que pour moi, c'est le hand en général ouais, complètement. qui sera différent quoi sans Nico parce que c'est une telle icône de notre sport et il a fait tellement pour ce sport que ça va faire drôle sans lui. C'est quoi ton rêve maintenant, aujourd'hui? Mon rêve, comme je le disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure un peu, euh, c'est kiffer la vie tout simplement. Kiffer la vie avec ma famille, avec ma femme, avec mes filles, avec mes potes. Vraiment essayer de profiter à fond, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, j'ai pas de. Pour moi, je suis pas. Pour moi, la réussite, ça sera pas forcément de gagner beaucoup d'argent ou Ouais, tu vois, parce que j'ai pas envie de me perdre dans ça et et derrière de perdre un peu l'essentiel qui est de vivre des moments, tu vois, avec les autres, avec sa famille, de faire des rencontres et tu vois. Pour moi, l'argent, par exemple, tu vois, ça doit être un moyen, tu ouais. vois, et je préfère. Ce ne sera pas une course à ça pour moi. Ce sera vraiment plus une course je te dis, à vivre des moments, vivre des expériences et partager, tu vois. Ça sera ça mon leitmotiv pour la suite. J'adore. Si tu as des conseils à donner à tous ceux justement qui ont un rêve, mais qui n'osent pas forcément se diriger vers ce rêve, parce qu'ils sont bloqués dans leur situation, par peur, par cases qu'ils veulent respecter, parce que l'entourage dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de franchir le pas, d'y aller, de pas se poser trop de questions. Euh, ben, Au final, de regarder, il y a plein d'exemples comme ça autour de soi. Et je pense que
aujourd'hui, encore plus que hier, tu peux faire plein de choses dans la vie. Tu peux être plein de personnes. Ouais. Si tu es à fond dans ce que tu fais, si tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires, à être patient aussi, tu peux faire plein de trucs. Donc, le conseil, ça serait vraiment de temps en temps, voilà, enfin non, pas de temps en temps, mais quand même de foncer, pas se poser trop de questions, être bien entouré, s'entourer des bonnes personnes. Je pense que ça, c'est aussi essentiel. Et puis voilà. Super inspirant. Et c'est vrai que là, moi, je retiens ça, c'est pas de se mettre de plafond de verre. Tu me dis que tout est possible. En fait, on peut être plein de personnes. Il suffit juste de bien s'entourer. Ça, c'est un autre élément important. Ouais. Je retiens aussi beaucoup de simplicité aussi au final. Toi, t'as pas besoin de grand chose au final pour être heureux. Je pense que c'est important aussi, c'est vrai. Ça reste clé. Et enfin, donc du coup, dernière question. Et là, c'est plus pour la suite. À qui tu penses ce serait intéressant de renvoyer la balle pour avoir l'invité sur le podcast? Moi, je pense à plein de noms. Je trouve ça cool de pouvoir échanger comme ça, un peu de s'ouvrir. Et je pense on découvre plein de choses. Je pense peut-être un ami qu'on a en commun, Dédé. Dédé, c'est Dorian Desclois qui est un ami d'enfance avec qui j'ai commencé le tennis. On a débarré très jeune. On était à toujours se jouer en finale quand on faisait les compétitions. On est parti au Pôle France ensemble. Et lui a fait une carrière dans le tennis. Et derrière, il est devenu coach, un grand coach sur le circuit WTA. Et je pense qu'il a un parcours assez inspirant aussi. Et je pense que ça peut être hyper intéressant parce qu'il est déjà dans sa reconversion et il a déjà fait cette transition. Et donc je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, ce serait un épisode que j'écouterai avec attention. Et Dédé, du coup, Dorian, je t'envoie un message dans pas très longtemps, on partagera ensemble. Et enfin, où est-ce qu'on peut, c'est quoi le meilleur moyen de te suivre si on veut t'envoyer un message, si on a envie de te poser une question facilement le mieux pour moi, c'est Instagram. C'est le réseau que j'utilise pour communiquer, et rester en contact avec ma communauté. T'es pas encore trop sur LinkedIn, j'ai remarqué. LinkedIn, j'y suis, j'ai un profil, mais c'est vrai que je ne suis pas trop actif dessus. De temps en temps, j'y vais, je commence un peu, mais ça va arriver. Quand on s'approche de la fin de carrière, je pense que c'est le moment où on se met un peu plus sur LinkedIn. Mais du coup, Insta, ce sera toi derrière qui répond. Oui, Bon, en tout cas, franchement, merci Lula. Moi, je préfère. Merci Lula. Ed, merci McFly. Moi, je t'ai dit McFly, un petit surnom que je t'ai donné. Et merci pour l'invite, c'était cool. Avec plaisir, j'ai vraiment kiffé. Et puis, j'espère que vous aussi, vous avez kiffé d'écouter Lula et son histoire. Merci à vous. Ciao. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a certainement des clés de performance que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant. Pour aller plus loin, j'ai 3 options. Option numéro 1, retrouvez-moi sur LinkedIn pour me faire part de votre retour sur l'épisode. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Option numéro 2, j'ai créé Sport & Green. Notre mission, c'est de transformer votre quotidien grâce à l'alimentation. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, on est là pour vous aider à faire de l'alimentation votre levier de croissance numéro 1. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site sportandgreen.com. Enfin, option numéro 3, partagez ce podcast à un maximum de personnes autour de vous afin de transformer les mindsets et de les aider à les guider vers de meilleurs résultats. Merci encore pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. No pain, more gain. Ah, j'ai oublié, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Ça aidera le podcast à avoir encore plus d'impact.